L'affaire Bahongla, le faux fils qui a fui la justice. Introduction. Il existe au Cameroun une règle non écrite, connue de tous ceux qui ont un tant soit peu de bon sens: on ne touche pas à la famille du palais d'Etoudi. On ne la cite pas à la légère. On ne la questionne pas en public. Et surtout, on ne revendique pas en être membre quand on ne l'est pas. Georges Gilbert Bahongla, lui, a brisé cette règle. Non pas discrètement, non pas en chuchotant dans un salon. Il l'a fait devant une caméra, sur une chaîne de télévision de Yaoundé, avec la tranquillité d'un homme convaincu d'être intouchable. Il a affirmé que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya. Il a revendiqué pour lui-même une filiation présidentielle. Et il a regardé droit dans l'objectif. Résultat ? Aujourd'hui, cet homme est introuvable. La gendarmerie le cherche. La justice le convoque. Et selon des informations exclusives, c'est Paul Biya lui-même qui aurait donné son feu vert pour qu'une plainte soit déposée contre lui. Une affaire de fait divers ? Non. Une affaire d'état familial qui révèle bien plus qu'elle ne cache. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Partie 1. Contexte et fait. Qui est vraiment Georges Gilbert Bahongla? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qui est cet homme au centre de la tempête. Georges Gilbert Bahongla n'est pas un inconnu total dans les cercles politiques camerounais. Ce n'est pas un fantôme sorti de nulle part. C'est quelqu'un qui gravitait dans des espaces proches du pouvoir, qui connaissait des noms, qui fréquentait des cercles. Et c'est précisément ce background qui lui a peut-être donné cette confiance ou cette imprudence de se croire protégé par une filiation qu'il revendique sans la moindre preuve vérifiable. Mais depuis quelques semaines, Bahongla a franchi un cap, il n'a plus simplement laissé circuler des rumeurs. Il est passé à la parole publique, assumé, filmé, diffusé. Sur une chaîne de télévision yaoundéenne, il a lâché des déclarations d'une gravité exceptionnelle. Selon ses propres mots, Franck Biya, le fils aîné du président Paul Biya, homme d'affaires influent, figure montante du parti au pouvoir le RDPC, ne serait pas le fils biologique de Paul Biya. Il serait, selon Bahongla, un fils adoptif. Et lui, Bahongla, serait le vrai fils biologique. Il aurait même eu cette formule péremptoire, presque royale dans son assurance: Paul Biya n'a que 3 enfants, lui-même, Brenda et Junior. Prenons un moment pour mesurer le poids de ces mots. Dans n'importe quel pays du monde, contester publiquement la filiation biologique d'un chef d'État actif et de son héritier, c'est déjà une démarche d'une extrême audace. Au Cameroun, pays où Paul Biya règne depuis 1982, où le palais d'Etoudi est une institution quasi sacrée dans l'imaginaire politique, où la famille présidentielle est protégée par des cercles de loyauté multiples, c'est une démarche que beaucoup qualifieraient, avec douceur, de suicidaire. Mais ce n'est pas tout. Car Bahongla ne s'est pas arrêté là. Dans le même élan, juste avant que l'affaire judiciaire n'éclate, il avait pris une autre position publique, tout aussi fracassante. Il avait déclaré publiquement que le futur vice-président du Cameroun devait être issu de la famille présidentielle. Une déclaration qui, en elle-même, avait déjà électrisé les réseaux sociaux camerounais, relancé les spéculations sur Franck Biya comme successeur potentiel, et mis Bahongla au cœur d'un débat politique brûlant. Vous voyez la manœuvre ? En revendiquant simultanément une place dans la famille présidentielle et en conditionnant la vice-présidence à cette appartenance, Bahongla se positionnait, implicitement, comme un acteur légitime de la succession. Une stratégie, si c'en était une, d'une audace absolument remarquable. Mais voilà. Les stratégies audacieuses, sans fondement solide, finissent toujours par se heurter à la réalité. Partie 2, le conflit, la convocation qui a tout fait basculer. Le 23 avril 2026, le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, chef du service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, signe une convocation officielle adressée à Bahongla Georges Gilbert, domicilié à Yaoundé. Le document est précis, formel, sans ambiguïté d'aucune sorte. Bahongla est convoqué pour le mardi 28 avril 2026, à 10 heures précises, pour être entendu sur des faits de cybercriminalité, diffamation, et autres chefs d'accusation. Le texte s'appuie sur les articles 79, 82 à 92 et 103 à 114 du Code de procédure pénale camerounais. Et la dernière phrase de cette convocation mérite d'être lue avec toute l'attention qu'elle mérite: en cas de défaillance, la contrainte par tout moyen de droit s'applique. Ce n'est pas une invitation. Ce n'est pas une suggestion. C'est une sommation. Maintenant, qu'est-ce que Bahongla fait après avoir reçu cette convocation? C'est ici que l'affaire prend une tournure qui,
selon plusieurs observateurs, révèle à quel point cet homme a peut-être mesuré la gravité réelle de sa situation. Selon des sources dignes de foi, Bahongla aurait pris la fuite dès qu'il a pris connaissance de la convocation. Il aurait littéralement, comme on dit au Cameroun, pris la poudre d'escampette. Quitté les lieux. Disparu des radars. Mais attention, et c'est là que la situation devient particulièrement savoureuse sur le plan judiciaire, la convocation avait été déchargée et signée. L'accusé de réception portant sa signature a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Il existe. Il est visible. Il est irréfutable. Et c'est là que Bahongla va commettre une erreur de communication supplémentaire. Le 25 avril 2026, 2 jours après la convocation, 3 jours avant la date de comparution, il publie un communiqué. En anglais. Destiné, semble-t-il, à un public international ou assez militant. Dans ce communiqué, il affirme n'avoir pas reçu la convocation en main propre. Il dit l'avoir découverte sur la toile, alors qu'il était en déplacement professionnel. Et il demande le calme à ses soutiens. Analysons ce communiqué un instant, parce qu'il est révélateur à plusieurs niveaux. Premièrement, il affirme ne pas avoir reçu la convocation en main propre, alors qu'un accusé de réception signé de sa main circule sur Internet. C'est ce que les juristes appellent poliment une contradiction documentée. Et ce que les Camerounais appellent, moins poliment, se faire prendre la main dans le sac. Deuxièmement, il rédige ce communiqué en anglais. Dans un pays bilingue comme le Cameroun, le choix de la langue est rarement anodin. Rédigé en anglais quand l'affaire se déroule principalement en français, devant des institutions francophones, peut suggérer soit une tentative de brouiller les pistes, soit un appel à une solidarité anglophone dans un contexte de crise politique plus large. Troisièmement, il demande le calme à ses militants. Ce qui présuppose qu'il en a. Ce qui présuppose qu'il y a une base, une communauté, des gens qui le suivent et qui pourraient potentiellement se mobiliser. Cela nous dit quelque chose sur la nature de cette affaire, elle n'est pas seulement judiciaire. Elle a des tentacules politiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant que Bahongla publie son communiqué depuis une destination inconnue, Yaoundé, elle, parle. Partie 3, révélation et décryptage, l'intervention présidentielle et les vérités qui dévastent. Voici l'information qui transforme cette affaire de simple querelle judiciaire en événement politique majeur. Selon des informations exclusives parvenues à notre rédaction, Paul Biya aurait personnellement donné son accord pour que Franck Biya dépose une plainte contre Bahongla. Une intervention directe. Un feu vert présidentiel. Pesons chaque mot de cette information, parce qu'elle est lourde de sens. Paul Biya, chef de l'État camerounais depuis 1982, homme qui gouverne généralement dans la discrétion et la distance, aurait personnellement validé une démarche judiciaire familiale. Ce n'est pas un conseiller qui a décidé. Ce n'est pas un service juridique qui a agi de sa propre initiative. C'est, selon ses sources, le chef de l'État lui-même. Pourquoi cette précision est-elle importante? Parce qu'elle dit deux choses simultanément. D'un côté, elle confirme que les déclarations de Bahongla ont touché quelque chose de fondamental, l'identité biologique du fils aîné du chef de l'État, la légitimité de Franck Biya comme membre de la famille présidentielle. Ce n'est pas une attaque anodine que l'on peut balayer d'un revers de main. C'est une attaque contre le récit familial du palais d'Etoudi lui-même. De l'autre côté, le feu vert présidentiel envoie un signal très clair à tous les acteurs politiques, à tous les opportunistes, à tous ceux qui seraient tentés de jouer avec le feu en période de spéculation sur la succession. Le palais a une mémoire longue, un bras judiciaire efficace, et une tolérance zéro pour les fabulateurs. Mais restons sur les faits. Parce que les faits, dans cette affaire, sont eux-mêmes dévastateurs pour la thèse de Bahongla. Le premier coup de grâce vient d'une source inattendue, le ministre délégué auprès du garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo. Cet homme, déjà remarqué pour ses sorties publiques notamment sur la visite papale, est monté au créneau sur Facebook avec une précision qui a sidéré beaucoup d'observateurs. Voici ce qu'il a écrit, et nous le citons pour sa valeur factuelle. Gilbert Bahongla a fait un tour au collège Madeleine où je fus son camarade de collège en 1979. Il est né en 1963, mon aîné, pendant que Paul Biya rentre au Cameroun en 1962 après ses études en France. Le reste n'est qu'élucubration. Débat clos? Débat clos. 2 mots. 5 lettres chacun. Mais derrière ces 2 mots, il y a une chronologie implacable. Si Bahongla est né en 1963, et si Paul Biya est rentré de France en 1962,
la conception de Bahongla aurait dû avoir lieu en 1962 ou début 1963. Or, en 1962, Paul Biya venait tout juste de rentrer d'une longue période d'études en France. Les dates ne s'assemblent pas. Elles ne s'accordent pas mathématiquement, biologiquement, chronologiquement, c'est impossible. Jean de Dieu Momo ne théorise pas. Il ne spécule pas. Il aligne des dates. Et les dates parlent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Une deuxième source vient apporter un éclairage d'une profondeur sociologique remarquable. Justine Biloa-Ongen, une autre voix qui s'est exprimée publiquement sur cette affaire, livre une explication qui permet de comprendre d'où vient réellement la confusion entretenue par Bahongla, consciemment ou non. La mère de Bahongla, une Bamileke de Merbassa, selon cette source, était sage-femme à la maternité de l'hôpital central de Yaoundé. À ce titre, elle était collègue de Madame Jeanne-Irène Biya, la première dame. Les deux femmes se côtoyaient professionnellement. Elles entretenaient une relation de proximité réelle, authentique, documentée dans les mémoires de leur entourage. Et Madame Biya, femme de grande sensibilité et d'affection reconnue, aurait développé une tendresse particulière pour le jeune Bahongla. Elle l'appelait, selon cette source, mon petit mari, une expression de tendresse maternelle, une familiarité chaleureuse, rien d'autre. Mais voilà. En 1977, quand les deux femmes se côtoyaient à l'hôpital, Bahongla avait déjà, retenez bien ce chiffre, 13 ans. 13 ans. Ce qui, là encore, exclut de façon absolue et définitive toute filiation biologique avec Paul Biya. Ce que cette explication révèle, c'est quelque chose d'humainement compréhensible, même si la conclusion que Bahongla en tire est inacceptable. Un enfant qui grandit dans un foyer où sa mère est proche d'une première dame, qui entend peut-être des histoires, des témoignages, des expressions affectueuses mal interprétées, et qui, des décennies plus tard, reconstruit une filiation à partir de fragments d'épars. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est peut-être une explication. Sauf que l'explication, aussi humaine soit-elle, ne suffit pas quand on va à la télévision déclarer que le fils d'un chef d'État n'est pas son fils biologique. Partie 4, analyse satirique approfondie, le Cameroun et ses fils présidentiels. Et maintenant, permettez-nous de prendre quelques pas de recul. Parce que cette affaire, aussi sérieuse qu'elle soit sur le plan judiciaire, nous dit quelque chose de profond et parfois de comique sur le Cameroun politique contemporain. Nous vivons dans une époque étrange. Une époque où la succession présidentielle est dans tous les esprits, dans tous les calculs, dans toutes les stratégies. Une époque où le nom, Franck Biya, circule dans les couloirs du pouvoir avec une intensité que peu auraient imaginé il y a 10 ans. Une époque où tout le monde cherche à se positionner, à se rattacher, à se coller à quelque chose de plus grand que soi. Dans ce contexte, l'affaire Bahongla n'est pas un accident isolé. Elle est le symptôme d'une fièvre politique bien particulière, la fièvre de la proximité présidentielle. Au Cameroun, être proche du palais a toujours été une forme de capital. Avoir fréquenté les mêmes écoles, les mêmes familles, les mêmes cercles, c'est une monnaie sociale réelle. Certains en jouent avec subtilité. D'autres en jouent avec excès. Et quelques-uns, comme Bahongla, semblent avoir décidé de jouer avec toutes leurs cartes sur la table, y compris celles qu'ils n'auraient jamais dû sortir. Parce que revendiquer la paternité présidentielle, c'est la carte ultime. C'est la carte qui, si elle est vraie, change absolument tout. Et c'est aussi la carte qui, si elle est fausse, vous détruit absolument tout. Regardons maintenant la mécanique de cette affaire avec l'œil du satiriste. Bahongla se présente à la télévision. Il affirme des choses extraordinaires. Il repart chez lui, probablement convaincu d'avoir créé un séisme. Et quelques jours plus tard, une convocation de la gendarmerie atterrit chez lui. Il la signe parce que tout le monde signe les convocations officielles, c'est la procédure, on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait quand la gendarmerie se présente à votre porte. Et puis il lit le document. Et là, quelque chose dans sa tête s'est probablement mis à fonctionner très vite. Parce que Bahongla n'est pas stupide. Il a compris, en lisant cette convocation, que le niveau de l'adversaire venait de changer. Ce n'est plus une querelle de réseaux sociaux. Ce n'est plus une polémique télévisée. C'est la gendarmerie nationale. C'est le code de procédure pénale. C'est la contrainte par tout moyen de droit. Et donc Bahongla a fait ce que beaucoup d'audacieux finissent par faire quand la réalité les rattrape, il a disparu. Mais il n'a pas disparu en silence. Non. Il a publié un communiqué en anglais. Parce qu'apparemment, même en fuite, Bahongla ne peut pas résister à l'envie de communiquer.
C'est, si l'on peut se permettre, une forme de cohérence. L'homme qui est allé à la télévision faire des déclarations fracassantes est le même qui, en se cachant, trouve encore le temps d'écrire un communiqué pour expliquer pourquoi il ne se cache pas. Il dit être en déplacement professionnel. Quel déplacement professionnel, exactement? On ne sait pas. Où? On ne sait pas. Pour faire quoi? On ne sait pas. Mais il est en déplacement professionnel. On admirera la créativité de la formule. Maintenant parlons de ce que cette affaire révèle sur les dynamiques du pouvoir camerounais contemporain. La rapidité de la réponse judiciaire est en elle-même significative. Entre les déclarations télévisées de Baongla et la convocation de la gendarmerie, il n'y a eu que quelques jours. Dans un pays où la justice peut parfois prendre des mois à se mettre en mouvement, cette célérité dit quelque chose sur la nature de l'offense et sur la détermination des plaignants. Et puis il y a la question du feu vert présidentiel lui-même. Si cette information est exacte et plusieurs sources concordantes semblent l'indiquer, cela signifie que Paul Biya, dans sa discrétion légendaire, a néanmoins jugé nécessaire de signifier personnellement son accord. Ce n'est pas anodin. Un chef d'État n'intervient pas dans des querelles judiciaires ordinaires. S'il intervient ici, c'est parce que cette affaire n'est pas ordinaire. C'est une affaire qui touche à la légitimité, à l'identité, à la succession. 3 sujets qui, dans le Cameroun de 2026, sont plus sensibles que jamais. Car voilà ce que beaucoup ont peut-être sous-estimé dans les déclarations de Baongla, elle n'était pas seulement une attaque contre Franck Biya. Elle s'inscrivait dans un débat plus large sur qui est légitime à prétendre à la succession présidentielle. En contestant la filiation de Franck Biya et en revendiquant la sienne propre, Baongla était en train, consciemment ou non, de participer à une guerre de positionnement politique dont les enjeux dépassent largement sa propre personne. Et le palais a compris ce message. Et le palais a répondu. Ce qui nous amène à une observation plus profonde. Dans le Cameroun de Paul Biya, certaines règles du jeu sont immuables. On peut critiquer la politique économique avec prudence. On peut commenter la gouvernance avec précaution. On peut même, dans certaines limites, questionner des décisions administratives. Mais on ne touche pas à la famille du chef de l'État. Et on ne touche certainement pas à la légitimité biologique de son fils. Baongla a touché à ces 2 lignes simultanément. Dans le même souffle. Devant une caméra. Et aujourd'hui, il court. Il y a dans cette trajectoire une leçon que les Camerounais connaissent bien, et que les générations futures apprendront peut-être à travers cette affaire, l'audace sans fondement est une forme de bravade. Et la bravade, au pays de Paul Biya, a un coût. Parlons maintenant d'un angle que peu d'observateurs ont soulevé, la décision de Baongla de rédiger son communiqué en anglais, dans un contexte où la convocation et les procédures judiciaires sont en français, est peut-être un signal destiné à une audience spécifique. Dans un pays traversé depuis des années par une crise anglophone profonde, le choix de la langue n'est jamais neutre. Est-ce une tentative de se construire une solidarité dans une base anglophone? Est-ce un calcul politique? Ou simplement une maladresse? On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Mais on peut noter que, dans le Cameroun de 2026, jouer la carte anglophone dans une affaire qui oppose un individu au palais présidentiel, c'est jouer avec un feu déjà bien allumé. Et puis, il y a la question de ces militants. Baongla demande le calme à ses militants. Il y a donc des gens qui le suivent, qui l'écoutent, qui peut-être partagent ses déclarations, relaient ses communiqués, croient en sa thèse. Ce n'est pas un phénomène sans importance. Cela dit que dans l'espace public camerounais, même les thèses les plus improbables trouvent une audience. Et que dans ce contexte de fièvre successorale, toute voix qui prétend avoir une information exclusive sur la famille présidentielle trouve immédiatement des oreilles attentives. C'est le paradoxe de l'époque, plus l'information est extraordinaire, plus elle circule. Peu importe sa véracité. Peu importe ses fondements. Ce qui compte, c'est qu'elle électrise. Et Baongla, qu'on le veuille ou non, a su électriser. Le problème, c'est qu'électriser n'est pas suffisant quand la gendarmerie frappe à votre porte. Conclusion, la leçon d'une fuite. Où en sommes-nous aujourd'hui? Baongla est introuvable. La date du 28 avril est passée. Il ne s'est pas présenté à la convocation. Et la gendarmerie, forte de la mécanique juridique mise en place, peut désormais contraindre par tout moyen de droit, ce qui, dans le langage concret de l'appareil sécuritaire camerounais, n'est pas une formule creuse. Franck Biya, lui, a déposé une plainte. Et cette plainte, selon nos informations,
porte la caution morale de son père. Ce qui en fait, symboliquement, bien plus qu'une simple démarche civile. Les témoignages de Jean de Dieu Momo et Justine Biloa-Ongen ont fourni les éléments factuels qui rendent la thèse de Bahongla, pour l'essentiel, intenable. Les dates ne mentent pas. La chronologie est là. Et l'accusé de réception signé de sa main, lui aussi, est là. Ce que cette affaire laisse derrière elle, c'est une série de questions que le Cameroun politique devra continuer d'affronter. Dans un pays où la question de la succession présidentielle est dans tous les esprits, combien d'autres Bahongla pourraient surgir? Combien d'autres individus, portés par l'ambition, la confusion, ou le simple goût du spectacle, vont tenter de s'insérer dans le grand récit de la famille présidentielle? Et la réponse judiciaire, aussi rapide et déterminée qu'elle puisse être, suffit-elle à décourager ces tentatives? Il y a aussi une question plus fondamentale, que cette affaire pose en filigrane, dans un système politique où la succession n'est pas encore clairement codifiée, où les spéculations vont bon train, où chaque prise de position sur le futur vice-président est analysée à la loupe. Est-ce que les institutions camerounaises ont les outils nécessaires pour gérer sereinement cette période de transition? Bahongla, avec toute sa bravade et toute sa fuite, n'est peut-être que le symptôme visible d'une fièvre plus profonde. Et cette fièvre, elle, ne se traite pas par voie judiciaire. Voilà, chers amis, ce que nous avons voulu vous dire aujourd'hui. Une affaire commencée devant une caméra de télévision, qui s'est transformée en convocation de gendarmerie, qui a reçu le feu vert du chef de l'État lui-même, et qui se termine, provisoirement, par la fuite d'un homme qui avait peut-être cru que certaines revendications sont sans conséquences. Au Cameroun, elles ont toujours des conséquences. La question qui reste, et que nous vous posons directement, selon vous, Georges Gilbert Bahongla sera-t-il retrouvé? Et si oui, qu'est-ce que son procès, public, médiatisé, politiquement chargé, dira sur l'état de la justice et du pouvoir au Cameroun en 2026? Répondez dans les commentaires. Partagez si vous pensez que votre entourage doit connaître cette histoire. Et abonnez-vous, parce que l'affaire Bahongla n'est peut-être pas terminée.